Bonjour à tous et à toutes, et bon appétit pour ceux qui sont en train de manger. Aujourd'hui, je vais avec vous illustrer le plus concrètement possible ce que c'est que la diversité et l'inclusion. D'une part, avec quelques éléments théoriques, mais surtout aussi avec des cas assez concrets pour vous montrer ce que cela peut signifier pour votre entreprise. Alors, tout d'abord, qui sommes-nous? Enfin, qui suis-je? Je m'appelle Brechtje et je travaille pour Actiris, qui est entre autres présent dans ce beau bâtiment que vous voyez sur la photo. Nous, on est tout en haut, au 29e étage. Et Actiris, en fait, c'est l'Office régional pour l'emploi, tout comme la VDAB pour la Flandre et pour la Wallonie, le Forum. Et nous travaillons avec ce public unique et particulier, qui est le public bruxellois des chercheurs d'emploi, que nous essayons de faire... de matcher le plus possible avec des employeurs bruxellois et de la périphérie. Voilà. Donc, Bruxelles crée les compétences et Actiris les cultive. Au sein d'Actiris, moi et mes collègues, on fait partie du service diversité, c'est-à-dire que nous sommes des consultants qui allons en entreprise pour les accompagner, ceux qu'ils souhaitent, dans la diversification, quelque part, et de leur organisation, et pour la rendre plus inclusive. En co-créant avec eux un plan diversité qui est basé sur leur situation particulière et sur des actions qu'ils vont par la suite choisir eux-mêmes. Voilà. Suite à ça, on peut aussi donner accès à notre réseau, au tissu associatif bruxellois, à des événements qui sont organisés par nos partenaires ou par nous-mêmes, etc. Donc voilà. Et le meilleur de tout cela peut-être, c'est que un plan de diversité est cofinancé par Actiris, en fait. Voilà. Maintenant, le vif du sujet. Quand on parle ou quand on pense à la diversité, en termes de théorie, en termes d'idéal, souvent, il y a des choses assez colorées, un peu qui relèvent de la magie. Tout fonctionne bien, tout ira mieux quand on est vraiment multiculturel, quand on est vraiment multi-identité, etc. Parfois, on voit ce genre de choses où on se dit, oui, tout est colorié, tout est harmonieux, mais en fait, quand je regarde chez moi au boulot, au bureau, ça ne ressemble pas à ça, en fait. Et donc, par où commencer? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête? C'est un peu le fil rouge de ce webinaire pour moi aujourd'hui, c'est que je vais vous amener le plus possible vers des situations concrètes. Vous pouvez toujours garder en tête l'idéal ou le cliché comme vous le voulez, mais dans chaque cliché, il y a un cœur de vérité. Mais voilà, il faut commencer par la réalité et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. La diversité, c'est un autre cliché parfois qui est utilisé, mais qui sert aussi à bien illustrer en quoi c'est complémentaire. En fait, diversité et inclusion, ce n'est pas la même chose. Diversité, c'est d'être invité à la fête. L'inclusion, c'est qu'on vous demande en fait de danser. Attends, moi je vais juste un petit moment passer à mon slide note. Voilà, sorry. Je vais juste demander ici aux techniques, j'ai besoin de voir mes... Ah, voilà, c'est mieux. OK. Donc, en fait, Verna Myers, c'est la dame que vous voyez sur la photo, c'est la chef diversité de Netflix, que vous connaissez peut-être aussi. A une fois lancé ces définitions, et c'est souvent utilisé, mais parfois les gens disent, oui, mais enfin, OK, chez nous, c'est pas pour faire la fête, c'est pour bosser, quoi. Ou d'autres me disent, et moi j'aime pas danser, qu'est-ce qu'on fait? Donc juste pour vous illustrer que certaines idéaux de nouveau peuvent parfois amener à des confusions ou à des gens qui n'adhèrent pas. Donc plus concrètement, diversité, inclusion, qu'est-ce que ça peut signifier? Concrètement, quand vous regardez autour de vous au boulot, et ça ne ressemble pas, par exemple, à ce que vous voyez à la rue Neuve, c'est déjà une première indice. Une règle de base que j'aimerais vous donner pour parler de la diversité ou un manque de diversité, c'est quand il y a 75%, plus de 75% de n'importe quel critère, donc c'est homme ou femme ou origine par exemple, ou âge, en fait on est à la
homogénéité, et à ce moment-là, votre environnement rate en fait une partie des bénéfices de la diversité et de l'inclusion. Maintenant, en Belgique, la Belgique, elle est diverse, ça on le sait, mais à quoi ça peut ressembler? J'aimerais avec vous faire un petit quiz quelque part dans lequel vous pouvez répondre, c'est tout à fait anonyme, sur quelques questions diversité en Belgique. Donc, dans le slide, vous voyez le lien, et aussi normalement dans le chat. Vous ne pouvez pas cliquer dessus, mais vous pouvez le copier dans votre barre de navigateur et vous allez être mené à la page Wooclap, dans laquelle je vais lancer des questions bientôt. Voilà. C'est normal dat dat hier nu? C'est normal? Attends. Non? Qu'est-ce que tu dis? Ja. Ah, système. Tomba. Bon. Dommage. Oui. Voilà. Ok. Excusez-moi, il y avait un petit problème pour avoir les deux écrans qui affichent la même chose. Je regarde juste la modératrice. Est-ce que tout le monde a pu se connecter? Il y a eu des questions ou des... Non? Voilà. Donc, bon, si jamais vous arrivez plus tard... Oh, oups. Il y a un problème là? Ah nee, il a de nouveau sauté sur... voilà. Vas-y, Hingebehaven. Ok, ça va. Sorry. Voilà. Donc, la première question va apparaître maintenant sur votre écran. Si vous allez arriver en cours de route, ce n'est pas grave. Donc, comme j'avais dit, c'est anonyme. Je ne vois pas qui répond quoi. C'est juste pour vous garder un peu actif lors de ce webinaire. Alors, première question. En Belgique, combien de personnes ont un handicap reconnu? Donc, qui ont fait la démarche pour reconnaître leur handicap auprès de l'État. Je ne vois pas encore de réponse. Donc, vous pouvez choisir entre 3%, 7% de la population belge ou 15%. Quand il n'y a pas de réponse, mais en fait, je vais continuer puisque j'ai une limite de temps, évidemment, à respecter. Donc, en fait, donc je rappelle juste pour ceux qui seraient en train d'essayer, il suffit d'aller dans le chat et copier le lien dans votre navigateur. Entre-temps, moi, je vais lancer la prochaine question. Donc, en Belgique, 15% des personnes ont un handicap reconnu. Ça veut dire que ces personnes ont obtenu un certificat de handicap, mais il y a plein de personnes qui ont un degré d'invalidité qui n'ont pas ce certificat. Donc, il y a plus d'handicap que ce qu'on voit ici. Voilà. De ces personnes, d'ailleurs, 86% l'ont acquiert, donc le handicap, au cours de vie. Donc, on n'est pas forcément né avec. Ça peut arriver plus tard dans la vie. Et donc, ça veut dire que quand vous faites un travail au boulot sur l'inclusion de handicap, ça peut servir aux gens qui sont déjà présents, qui n'ont aucun problème, ou même à vous-même, au cas où il vous arrive quelque chose plus tard dans la vie. Voilà. À Bruxelles, donc pas en Belgique, combien de personnes sont originaires de pays hors UE14, donc les pays de base de l'Union européenne? On ne les compte pas. Combien de personnes sont issues en dehors de ces pays-là? Voilà. Effectivement, donc pour les pays hors UE14, à Bruxelles, on arrive à 67%. Quand on regarde purement les origines en dehors de l'Union européenne, on arrive à 43%. Donc Bruxelles est une ville hyper diverse, hein, la deuxième place la plus diverse mondialement. Or, ce n'est pas pour autant que, par exemple, à Charleroi, on est à 20% de personnes avec une origine hors Europe, et à Liège, c'est 30%. Donc, ce n'est pas pour autant qu'en dehors de Bruxelles, c'est moins divers. Voilà. Prochaine question. On passe à la case genre.
Donc il y a un institut pour l'égalité des hommes et des femmes auquel, entre autres, des personnes qui se sentent discriminées peuvent porter plainte. Quel est le nombre de plaintes liées à la grossesse? Quel était le nombre de plaintes l'année passée? Donc je vois des réponses pour 36%. En fait, c'est plus élevé que ça. Donc 55% des plaintes sont liées à la grossesse. Ça veut dire qu'il y a encore bon nombre d'environnements de travail où les femmes qui tombent enceintes se sentent ensuite discriminées à cause de cela, malgré le fait que c'est illégal en fait, et malgré le fait que c'est peut-être pas hyper clair que d'autres raisons sont avancées pour mettre terme au contrat ou pour diminuer la responsabilité ou quoi que ce soit. C'est pas forcément une rupture de contrat qui est concernée, mais donc c'est problématique. Et ensuite, dernière question, là on parle plutôt de niveau de scolarisation. Combien de personnes qui sont inscrites chez Actiris n'ont pas de CESS, donc pas de certificat d'école secondaire? Oui, effectivement, donc c'est 2/3. 2/3 de notre public n'a pas ce certificat. Ça ne veut pas dire que tout le monde n'a pas terminé son école secondaire, ça veut aussi dire qu'une bonne partie des personnes de ce groupe-là, en fait, ont un diplôme dans un autre pays qui n'a pas été reconnu en Belgique, ce qui est aussi intéressant d'un point de vue recherche de talent. Voilà, ça c'était en fait un tour d'horizon, mais hyper rapide, à quoi ça ressemble en fait la diversité en Belgique. Je vais repasser ici, voilà. Maintenant, inclusion. Concrètement, à quoi ça peut ressembler, hein? C'est comme sur l'image, c'est exiger la même chose de tout le monde et ne pas tenir compte des différences. Quand on parle d'inclusion, souvent on parle assez vite d'exclusion, hein? Quand on regarde la société belge et les taux de chômage, donc d'origine belge, 17% des personnes en âge travaillé, hein, sont au chômage. Quand on regarde ceux d'origine maghrébine, on est déjà à 37%. Et ceux d'origine du Proche-Moyen-Orient, on arrive à la moitié. Là, on peut dire, oui, ok, c'est dû à plein de raisons. Hein, ils ont peut-être des autres problèmes, ou certains même dire, voilà, ils n'aiment pas travailler. Il y a toujours dans chaque énoncé une vérité, mais il ne faut pas oublier qu'aussi que le marché de l'emploi est inégal à l'entrée et dans sa structure. Donc il y a une discrimination structurelle au marché de l'emploi. Les faits suivants le prouvent. Donc là, on parle des personnes avec un diplôme obtenu en Belgique même, donc à diplôme égal, l'origine détermine toujours la réussite sur le marché du travail. D'un côté, avec diplôme d'enseignement supérieur, 22 des diplômés d'origine étrangère se trouvent dans les catégories salariales inférieures, contre seulement 8% de ceux d'origine belge. Ensuite, étude menée en 2018 par UNIA. Donc la durée pour quelqu'un fraîchement sorti de l'école avec un diplôme de nouveau d'enseignement supérieur, quelqu'un d'origine belge va tarder 3 mois à trouver un emploi, un premier emploi. Quelqu'un d'origine maghrébine et subsaharienne, en moyenne 6 mois. Et ceux de Proche et Moyen-Orient vont tarder jusqu'à 9 mois. Donc les écarts sont notables. Cela veut dire d'un côté qu'ils ne sont pas invités à des entretiens d'embauche, ou encore avant dans le processus que certains viviers de talent, certaines personnes tout simplement, ne reçoivent pas l'info sur des postes vacants dans certaines entreprises. Donc il y a un mismatch en termes de communication et en termes d'attente par rapport à où se trouve le talent en Belgique. Et bien sûr, le critère femme, hein, en plus de l'origine et en plus de l'âge souvent, n'améliore en rien la position donc, sur le marché de l'emploi, comme vous voyez ici. Donc des femmes d'origine non européenne, même pas 40% travaillent contre 71% des femmes d'origine belge. Concrètement, quand on va en entreprise, à quoi ça peut ressembler qu'une analyse en termes d'équité origine?
Ici, sur le visuel, vous voyez, en regardant le chiffre donc, dans la case totale, en fait, la représentativité des personnes issues en dehors de l'Union européenne, elle n'est pas mauvaise. Hein, il y a un grand nombre présent. Mais bien sûr, quand on regarde de façon plus granulaire, on va assez vite où se trouve le problème. Donc, la plupart d'entre eux se trouvent parmi les ouvriers. Il y en a très peu parmi les employés, et pourtant, on a plein de personnes avec les diplômes adéquats. Il n'y en a plus dans les cadres et les cadres supérieurs. C'est un constat qu'on peut faire en entreprise. Ensuite, l'entreprise choisit si elle veut entreprendre des actions pour pallier à ce genre de manque, ou si elle choisit des autres combats. Ensuite, handicap. Donc, je vous ai donné déjà quelques chiffres. 15% des personnes en Belgique ont un handicap enregistré. Or, 35% de ces personnes travaillent. Et de la partie des personnes qui ne travaillent pas, 41%, excusez-moi, pourraient travailler. De nouveau, des gens qui peuvent travailler, qui ont des compétences, des employeurs qui parfois cherchent et ne trouvent pas. Je rappelle que donc 80% des handicaps sont non visibles, et donc l'icône, parfois quand on pense à handicap, on imagine assez vite, à cause de cette icône qui est facile à démontrer, mais un fauteuil roulant. Or, il y a plein de types de handicaps qui ne sont pas visibles ou qui sont au niveau visuel, auditif. Il y a des handicaps de type neurodiversité, et il y a une partie des maladies de longue durée aussi qui tombent sous le critère handicap. Donc voilà, c'est assez vaste. Et ça concerne pas mal de personnes. Maintenant, genre. Bien sûr, une question de l'enquête, ça aurait pu être combien de personnes de notre société s'identifient comme femmes. On sait très bien que c'est toujours moitié-moitié, à peu près. Et pourtant, cette équité 50-50 ne se retrouve pas à tous les niveaux, dans tous les secteurs, dans tous les types d'emplois. Quelques faits. Par rapport, et là je reste dans le binaire, donc homme-femme, bien sûr, il y a encore plein de problématiques de genre qui sont ceux qui exigent de pouvoir s'identifier comme ils veulent, mais là je parle donc de la binarité. Dans les secteurs les moins rémunérés, qui sont pourtant essentiels, on retrouve souvent le plus de femmes. On pense aux soins de santé, on pense aux services de nettoyage. En termes de temps partiel, des femmes qui travaillent en Belgique, 45% d'elles font une sorte de temps partiel, un format ou l'autre de temps partiel, contre seulement 10% des hommes. Encore tout à fait autre chose, les employeurs, quand ils dépensent pour organiser des formations, on constate que 40 ou 50% de plus de budget va à leurs hommes employés. Un petit fait issu des États-Unis. On y trouve 5 chefs d'entreprise sur 100 qui s'appellent John. Et on ne trouve que 4 chefs d'entreprise qui sont femmes. Bon, on peut dire que c'est l'Amérique, mais on sait bien que ça peut valoir pour toute l'Europe, y inclut la Belgique aussi. Et quand on retourne en Belgique, là je vous sors un chiffre qui vient donc de l'Institut financier de l'État, qui est communiqué aussi à l'Union européenne, donc un chiffre solide. L'écart salarial entre les hommes et les femmes est de 5,3%. Et je vous signale qu'avec l'âge, il s'aggrave. Donc, entre l'âge de 55 et 64 ans, l'écart salarial s'élève à 8,5%. Ce qui a encore continué avec la pension, où encore l'année passée, l'écart était de 28%. Ça veut dire que les femmes, avec peut-être moins d'épargne, moins de pension, des écarts accumulés, risquent davantage la pauvreté et l'exclusion sociale qui vient avec à un âge plus avancé. Voilà, ça je vais sauter pour l'instant puisque je dois aller dans le sens du temps, n'est-ce pas? Les slides vous seront fournis, donc là vous pourrez voir vous-même en termes de type de secteur et taille d'entreprise quels peuvent être l'impact sur les écarts salariales. Donc c'est des autres études sur des écarts salariales un peu plus granulaires. Maintenant, quand on regarde concrètement, nous, en tant que consultants, avec l'entreprise, comment est la situation équité genre, de nouveau, ça peut ressembler à ceci.
Et ça, c'est une situation qui est le cas dans plein d'entreprises. On voit une répartition à peu près 50-50 de hommes et femmes, souvent même un peu plus de femmes. Mais dès qu'on va regarder dans les cadres, cette équité n'est plus présente. Et souvent, dans les cadres supérieurs, on trouve plus du tout de femmes, en fait. Il y a plein de raisons pour cela, mais il y a toujours des choses que l'entreprise peut faire pour améliorer. Et puis, en dernière illustration de ce que ça peut être que l'inclusion ou le manque d'inclusion, 70% d'employés interrogés en Belgique ont répondu avoir déjà été cible de discrimination au travail, dont la plupart par rapport à l'âge. Donc l'inclusion, c'est bien un enjeu pour les entreprises. Ça peut améliorer l'image de votre entreprise, l'image que le monde extérieur a, aussi l'image que chaque employé a. Ça peut éviter des procès et des coûts de condamnation, évidemment. Ça peut avoir le mérite d'être un reflet de la société et surtout vis-à-vis de la clientèle, donc de bien refléter son clientèle aussi. Ça améliore l'attraction de la part de l'image de l'entreprise, mais aussi la rétention du personnel, parce qu'en fait, inclusion peut être définie aussi par le fait que aucune personne qui travaille chez vous a l'impression de devoir laisser une partie de sa personne à la porte du boulot. Personne ne doit se cacher son orientation sexuelle. Personne ne doit cacher qu'il ou elle est en train de faire, par exemple, le ramadan. Personne ne doit cacher le fait que certaines blagues, il ou elle ne les trouve pas vraiment marrantes, en fait. C'est ça aussi un sentiment de sécurité qui fait que les gens ont envie de rester. Au pire, ils se sentent mal et donc ils ne contribuent pas tout à fait selon leur plein talent. Et encore plus pire, ils partent. Et puis un dernier élément des avantages de l'inclusion, en fait, c'est que ça améliore l'intelligence collective de votre entreprise. Ça veut dire qu'il y a plus d'innovation, plus de décisions qui permettent de gérer le risque à long terme, entre autres. Cette étude, en fait, démontre ça aussi. Par le simple fait de rajouter le critère genre dans le mix, on arrive déjà à une meilleure prise de décision. On passe de 58 à 73. Et puis, à chaque critère qu'on rajoute, cela s'améliore. Qu'est-ce qui est une bonne prise de décision pour cette étude? En fait, ça veut dire que les gens qui prennent les décisions sont représentatifs des personnes qui doivent exécuter les décisions et aussi du public cible des décisions. Encore en d'autres termes, ça veut dire qu'un management tout à fait mâle d'hommes 45+, blanc, qui fait un plan stratégique qui ensuite doit être exécuté par des femmes jeunes de toute origine, par exemple, il y a plein de choses qui vont se perdre dans ce processus. Ça peut ressembler à un boutade, mais je vous explique le sens de l'étude. Donc voilà. Chaque critère diversité abordé permet de gagner en intelligence collective. Ensuite, autre étude menée en 3 pays européens par le Boston Consulting Group. Et là, on parle de nouveau que du fait de rajouter des femmes ici dans le board. Donc 8 femmes managers sur 20. C'est le minimum pour avoir un non-homogénéité, donc une diversité suffisante pour avoir un impact. Ces entreprises, il est démontré qu'ils développaient plus de nouveaux produits et de services et que du coup, ces nouveaux produits généraient par la suite 34% des revenus de cette entreprise. Voilà. J'ai fait un peu ce que j'ai critiqué au début. Je vous ai esquissé un monde idéal où une certaine diversité est déjà acquise et donc les fruits que ça peut porter. Maintenant, par où commencer? Quelles sont les actions? Et là, je passe dans mon domaine de spécialisation, tout comme le domaine de mes collègues. Je vais parcourir avec vous quelques actions, parfois faciles à aborder, parfois pour des cas un peu plus avancés. Par exemple, premier point important, nous, on travaille évidemment sur le recrutement. Quand on parle de diversité, c'est souvent, il faut trouver les gens.
Bah oui, on peut vous aider à objectiver votre processus de recrutement où on pose tout simplement les mêmes questions à chaque personne dans le même ordre et dans le même laps de temps. Ou encore, on peut vous fournir des contacts des ASBL, des missions locales, des organisations de mentorat qui vous rapprocheront d'un certain public cible que vous avez peut-être pas encore trouvé. Voilà. Mais un plan de diversité ne parle pas que de recrutement, évidemment. On doit aussi travailler avec les gens qui sont déjà là. Il y a probablement plein d'entreprises qui ne sont pas sur le point d'embaucher, puisque voilà, ce n'est pas le moment où personne est sur le point de partir. Alors, il y a toujours une diversité déjà présente qu'on peut déjà mieux exploiter par le fait que chaque personne est tout simplement différente. Et là, c'est souvent un travail sur la communication interne, des choses qui existent déjà, ou des choses qu'on est en train de développer dans le cadre d'un plan diversité. Souvent, ce qu'on constate, par exemple, quand on élabore un plan avec une entreprise, on constitue un groupe qui est un peu une coupe transversale de votre entreprise, de chaque niveau de hiérarchie, de chaque service s'il y en a. Et que les gens disent en fait ceci s'est fait déjà dans mon équipe et que des autres personnes de la même entreprise ne le savaient pas. Donc là on montre tout de suite qu'une action à prendre dans le plan, c'est développer des actions en commun interne pour communiquer ça à tout le monde. Souvent on constate aussi que des gens qui ont pas mal d'ouvriers par exemple sur le terrain, ils ont besoin de trouver des moyens pour aussi communiquer vers ce public-là, qui n'est pas forcément au bureau, qui ne sont pas forcément dans les mêmes canaux de communication. Par exemple, Vivacoa, ils ont développé un système avec des codes QR pour que les ouvriers aussi puissent scanner partout et avoir des infos qui les concernaient. Un autre type d'action très important, très impactant, qui relève de la com interne, c'est tout ce qui concerne le combat des comportements racistes, sexistes ou les microagressions, comme on les nomme. Se passe souvent par une communication interne très claire d'un positionnement de l'entreprise. Voilà, ceci, on ne tolère pas. Aussi vis-à-vis des clients d'ailleurs, mais bon, ça c'est la communication externe. Et ensuite aussi, de préférence, liée à ça, une communication claire, ou clarifiée par la communication, le processus d'alerte. Si je suis confrontée à quelque chose de discriminant ou je me sens mal, comment est-ce que je peux me faire aider ou porter plainte dans les cas où c'est nécessaire, ou en tant que témoin, qu'est-ce que je peux faire? C'est à chaque fois la liaison des deux qui fait que une entreprise arrive à vraiment aborder la problématique. De l'autre côté, en termes d'RH, il y a plein de formations qu'on peut imaginer. Par exemple, toujours dans le cas des comportements difficiles, disons, il peut être important de former tous vos chefs d'équipe pour aussi réagir adéquatement et donc contribuer à leur niveau pour combattre et donc surtout pour obtenir une atmosphère plus inclusive. Et il va de soi, tout ce qui parle comme externe, c'est aussi faire savoir à la société, aux possibles candidats et autres, que vous accordez de l'importance à la diversité et l'inclusion. Une action souvent prise dans un plan, c'est tout simplement dans chaque poste vacant, dans chaque vacature, marquer que vous êtes ouvert à toute forme de diversité et en plus marquer, et là on parle action handicap, qu'une personne qui aurait besoin d'une adaptation raisonnable pour pouvoir faire son entretien d'embauche le mentionne. Ça peut enlever une barrière pour certaines personnes, tout aussi comme, par exemple, en termes d'action handicap, reformuler les vacatures pour clarifier quelle est la charge, quelles sont les capacités physiques et mentales de base nécessaires. Comme ça, une personne s'est estimée mieux, est-ce que je pourrais le faire ou pas. Et d'ailleurs, reformuler chaque vacature en termes de compétences plutôt que les axer toujours sur un diplôme, un nombre d'années d'expérience, certaines compétences linguistiques, etc., permet de la rendre plus accessible et vous allez vous retrouver avec plus de gens qui se sentent à même de faire le poste que vous proposez. Voilà.
Donc, j'ai fait le tour assez vite des 4 domaines d'action. L'importance pour vous de retenir, c'est que il ne s'agit pas que du recrutement. Hein. Il y a tout un travail à faire sur l'équipe telle qu'elle existe déjà maintenant. Et si jamais vous faites un plan d'action avec nous ou avec mes collègues dans d'autres organisations, ils vont toujours se baser sur la situation dans votre entreprise. J'aimerais encore vous donner, même si je suis en train de dépasser le temps, mais quelques exemples d'actions thématiques, donc par groupe cible. J'en ai déjà donné certains, notamment pour le handicap. Par exemple, pour Origine, une autre chose qu'on pourrait regarder, c'est par exemple organiser une espace silencieuse au sein de votre entreprise. Ça permettrait à certaines personnes d'aller prier, à d'autres d'aller méditer, ou encore à d'autres à juste trouver un petit moment de calme. C'est une possible action diversité, tout comme les formations pour toutes les équipes ou pour leurs managers. En termes de CESS, et souvent c'est lié aux jeunes, donc au moins 26 ans, en fait, il y a plein de stages que vous pouvez faire, qui, sont des stages subventionnés, donc c'est déjà un avantage, et 2, comptent comme action dans un plan diversité. Si maintenant vous avez besoin d'avoir 8 actions dans un plan, c'est à peu près le cas, hein, j'en ai déjà nommé 3 qui pourraient être exécutées assez facilement et qui permettent d'avancer et de débloquer d'autres choses. Voilà. Handicap, ok, vous vous posez peut-être la question, oui, mais est-ce que c'est tout à fait possible? Enfin, je veux bien, mais alors, une première action peut être de participer avec vos équipes au Duo Day. Et Duo Day, c'est organisé annuellement et vous accueillez pendant un jour ou quelques jours une personne avec un handicap pour faire connaissance, pour faire des constats et pour vous rendre compte ce que la personne sait faire, surtout. Pour les 45+, comme vous avez vu, ça remporte une attention particulière de l'État parce qu'il y a pas mal de discrimination vécue de ce côté-là. Par exemple, vous pouvez choisir d'utiliser leur expérience, des personnes de plus de 45 ou plus de 55 ans, pour mieux organiser le onboarding, donc les premières semaines des nouvelles personnes. Comme ça, vous valorisez leur expérience. C'est une action dans un plan diversité. Vous pouvez choisir d'augmenter le nombre de jours de congé en fonction de l'âge, ou encore vous pouvez installer des processus qui permettent de diminuer le travail qui est très dur physiquement en fonction de l'âge de nouveau. Voilà. Ou encore permettre aux gens de travailler plus proche de la maison, de devoir se déplacer moins, etc. Il y a toute une liste d'actions dans le cadre du CAO 104 en plus. Je vous rajouterai la liste d'ailleurs au slide quand je les envoie. Puis en dernier lieu, j'aimerais encore vous signaler, puisqu'on m'a dit que vous êtes souvent des entreprises de petite taille à l'OPFO 100. En fait, c'est pas nécessaire de faire tout dans votre coin, quelque part. Ça peut paraître trop, vous êtes trop peu, vous êtes déjà sous l'eau, enfin c'est normal. En fait, vous pouvez élargir l'échelle sur laquelle vous travaillez. Il y a des réseaux de diversité pour des entreprises comme la DMAB qui permettent de partager plein d'expériences et d'organiser des choses qui sont à la fois pour vous, mais pour d'autres entreprises aussi. Et nous aussi, on peut vous communiquer des événements qui sont en fait accessibles pour plein d'entreprises, que par la suite, ça permet de vous former sans que vous deviez l'organiser vous-même, par exemple. Ou encore, par exemple, en termes de LGBTQI, donc tout ce qui est orientation sexuelle, il y a un réseau qui s'appelle Open at Work. Vous pouvez adhérer avec votre entreprise et ça permet de visiblement vous manifester comme ouvert à toutes sortes d'orientations sexuelles, soit pour le monde extérieur et surtout aussi pour le monde intérieur, enfin pour votre entreprise même. Voilà, donc il y a des possibilités de travailler à l'échelle. Vous pouvez aussi demander à votre secteur d'organiser, de débloquer des fonds sectoriels pour des formations. Ça se fait aussi. Par exemple, Volta, le secteur électrotechnique, ils ont débloqué maintenant des fonds sectoriels pour augmenter les compétences et les soft skills de leur public ouvrier et, par exemple, permettre à certains d'obtenir leur permis B. Donc, axé sur des besoins très concrets. On a développé des formations comme plan d'action pour le secteur. C'est aussi une possibilité. Voilà. Donc, des actions qui sont accessibles pour tous, ceux qui sont à Bruxelles avec un siège, ceux qui ne le sont pas.
Pour ceux qui sont à Bruxelles, donc on a des plans diversité plutôt axés aux petites entreprises, qui est le mini-plan. Et puis par la suite, si vous êtes plus ambitieux, vous vous voyez à même de faire plus d'actions, il y a aussi des plans globaux. Et par la suite d'un plan global, vous pouvez aussi aborder un certain thématique. Donc il y a pas mal d'entreprises qui, après 2-3 plans, se disent voilà, maintenant on peut vraiment se focaliser sur l'âge ou sur l'origine. Alors on développe des actions purement sur une thématique. Donc voilà. Maintenant, voilà, ça c'est toutes sortes d'entreprises et de communes et de OIP, donc instituts régionaux qui travaillent avec nous pour un plan de diversité. Juste pour vous montrer qu'il y en a de toute taille aussi, donc c'est possible. Pour tout le monde, parce que là je m'adressais bien sûr à ceux qui avaient un siège à Bruxelles, mais vous n'êtes pas que ceux-là, évidemment, pour tout le monde, vous pouvez démarrer dès maintenant. Il y a un outil en ligne qui s'appelle Ediv, qui est un outil pour un environnement de travail divers et inclusif. Il y a des modules de formation sur les critères antidiscrimination, sur le handicap. Il y a plein de conseils et surtout, il y a un énorme catalogue d'exemples, donc de cas concrets de problématiques avec une solution possible. Travailler avec les scléroses en plaques, exemple d'adaptation raisonnable pour le handicap. Encore autre chose, discrimination de la part des clients, comment réagir en tant qu'entreprise, ou encore que faire pour faciliter ou pour mieux accueillir le ramadan, sans vexer d'autres, etc. Donc, il y a tout un tas, là il n'y en a que 4, mais il y en a 30. Allez surtout jeter un coup d'œil. Et puis de l'autre côté, un outil en open source. Bon, les banquiers ne sont pas forcément connus pour beaucoup partager, mais là, du coup, ils partagent. Ne vous faites pas peur par rapport à l'aspect finance, en fait. C'est en fait un outil pour des formations accessibles sur les biens inconscients, qui ne sont pas faits que pour les banques. C'est accessible à toutes sortes d'entreprises. Allez voir, surtout sur leur site. C'est très intéressant. Et les biens inconscients, c'est un des bases pour la discrimination et les stéréotypes. Donc, c'est un bon point de départ également. Voilà. Et pour ceux qui veulent vraiment démarrer, par la suite, vous pouvez contacter notre service. Par exemple, le Ediv, quand vous avez envie de le faire en équipe, c'est déjà une action possible à insérer dans un plan. Voilà. Les slides vous seront communiqués avec tous les détails et les tuyaux et les pistes. Il me reste que vous poser la question, si vous avez des questions. Il n'y a pas de questions. Voilà. C'est peut-être à moi de vous poser une question. Je ne sais pas combien de gens il y en a. Je ne vous vois pas. Mais quand vous entendez tout cela, est-ce que sur quoi vous avez envie de commencer d'abord? Quel aspect travailleriez-vous d'abord? Et même si je n'ai pas de réponse, c'est une bonne question à vous poser. Parce que même si ça semble toujours compliqué, c'est toujours mieux de commencer que de laisser traîner. Non, Anina? Non. Ok. Je vous remercie pour votre attention. Et voilà, et j'espère avoir de vos nouvelles pour certains d'entre vous. Bon après-midi et à une prochaine.